Le mouvement stratégique de Discipola en Afrique a déposé ses valises au Burkina Faso. 6 pays déjà parcourus. Cette fois-ci, les pasteurs burkinabés sont à l'école de ce dit mouvement pour se faire former et ensuite former les fidèles de leurs églises à être des disciples de Jésus. À en croire le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Dasasko, les fidèles sont nombreux mais tous ne sont pas des disciples. L'objectif visé, c'est de faire de tout fidèle d'une église disciple de Jésus-Christ. Vous savez que nos églises sont pleines, mais tous ne sont pas des disciples. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un qui vient à l'église continue de commettre l'adultère, continue d'être corrompu, continue de violer les lois même de son pays? C'est la formation des disciples veut ancrer la culture, la vie de disciples dans les églises. En ce jour, 15 nationalités sont venues participer à cette formation. Quant au directeur africain du mouvement stratégique de Discipola, lui, il exhorte l'ensemble des pasteurs burkinabés à faire des fidèles les disciples de Jésus. Un message que j'adresse à tous les pasteurs burkinabés, ils doivent avoir l'intention de mettre ou bien de former et de transformer des gens pour qu'ils soient vraiment des disciples. En tant que directeur du mouvement africain du Discipola, je demande à ce que ces pasteurs-là aient vraiment une intention de le faire. La formation des disciples a donc été riche en prédications, conseils et exhortations. La 3e édition de Futur Chantre a eu lieu au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané le dimanche 10 septembre 2017 à Ouagadougou. Cette petite fille était à cette phase finale qui vise à sensibiliser et à récompenser les meilleurs artistes de la soirée. Enfants, obéissons à nos parents. Respectons nos enseignants pour construire un monde et un Burkina de civilisation. Cette compétition organisée par la plus jeune artiste du Burkina Faso, Anna Saint-Poré, vise à sensibiliser la population et la jeunesse en particulier à dire non à l'incivisme. J'ai observé à l'école, les élèves frappent leurs enseignants et aussi les parents ne respectent plus aussi les feux de signalisation. Et aussi les enfants aussi ne respectent plus les parents à la maison. Des enveloppes financières, des vélos et des kits scolaires ont été les récompenses pour les méritants. Et c'est une joie pour la lauréate de cette 3e édition. Ce que je peux dire, et que Dieu bénisse tous ceux qui sont venus.
et les autorités et ceux qui ont payé les prix pour nous. Que Dieu les bénisse. Les organisateurs se disent satisfaits et remercient les partenaires et le public qui est sorti nombreux à cette 3e édition. Rendez-vous est pris pour la 4e édition de Futur Chantre en 2018. Une rencontre d'échange sur la mise en œuvre des marchés d'études et de travaux du ministère de l'eau et de l'assainissement au compte de l'année 2017 a eu lieu ce lundi. Un taux de réalisation d'environ 40% en 9 mois, le constat est peu réjouissant. Cependant, au cours de cette rencontre qui réunissait les partis, gouvernements et prestataires privés du secteur, le Premier ministre Paul Kabatieba n'a pas marchandé ses mots. Il a interpellé de façon directe les acteurs à se mettre au travail de jour comme de nuit afin de rehausser très rapidement le taux de réalisation. L'eau et l'assainissement, ça touche directement les conditions de vie des Burkinabés. Et le président du Faso s'est engagé à ce qu'on soit en 2020 zéro corvée. Et en tant que chef de gouvernement, avec les ministres qui sont avec moi, notre objectif c'est de réaliser cet objectif-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous nous retrouvons avec tous les acteurs du secteur pour essayer d'évaluer ce qui a été fait dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS. Et pour essayer de se donner des idées en tirant les leçons de ce qui a été fait depuis le début de la mise en œuvre du PNDS pour améliorer les performances. En particulier, s'agissant donc des objectifs pour 2017, il nous reste encore 3 mois. Il s'agit de voir sur les 9 mois qui sont déjà écoulés, qu'est-ce qui peut être encore corrigé de manière à améliorer donc nos performances en matière donc de taux de réalisation. Les principes sont très clairs, les objectifs sont très clairs. Il nous faut atteindre d'abord 100% de taux de réalisation au minimum. Aussi bien en matière donc de forage, vous savez qu'on a un objectif de 2020 forages pour 2017, qu'également en matière donc de construction d'adduction d'eau potable, ou d'adduction d'eau potable simplifiée, ce qu'on appelle les AEP et les AEPS, mais également de construction de latrines, aussi bien les latrines publiques que les latrines domestiques. J'ai dit aux prestataires que même s'il faut travailler nuit et jour, il faut le faire. Je l'ai dit, je le répète, personne ne va construire le Burkina Faso à notre place. C'est de l'engagement que vous et moi, nous allons mettre dans la construction de ce pays-là, que nous allons faire du Burkina Faso un pays émergent. Personne ne le fera à notre place. C'est pourquoi chacun doit retrousser ses manches. L'administration doit remplir ses obligations. Les prestataires doivent respecter également les documents des appels d'offres et respecter également les engagements. Même s'il faut travailler la nuit, le jour, dans d'autres pays ils le font. Vous le savez. Et pourquoi nous ne serons pas capables de le faire? Les Burkinabés sont des travailleurs. Nous avons la réputation d'être des gros travailleurs. C'est maintenant qu'il faut le prouver dans la construction du plan national de développement économique et social. 3 mois, on peut tout faire. Et je suis convaincu que les objectifs qu'on s'est fixés en 2017, on doit les atteindre.
Selon le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, cette rencontre vise à améliorer la qualité des prestations sur le terrain. En réalité, c'est vrai, le taux de réalisation physique sur le terrain n'est pas terrible. Dans la mesure où on a passé plus de 2/3 du temps, on s'attendait à réaliser plus de 2/3 des investissements. Mais vous n'êtes pas sans savoir que l'année 2017 a été émaillée de beaucoup de problèmes sur lesquels nous ne reviens pas. Chaque fois que vous entendez parler de problèmes de sécurité, d'insécurité, sachez que ça a un impact sur l'action gouvernementale. Chaque fois que vous entendez parler de grèves, de conflits sociaux, sachez que ça a un effet sur l'action gouvernementale. Je crois que c'est les effets cumulés de toutes ces difficultés qui ont fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un taux d'exécution physique sur le terrain appréciable. Mais si nous avons fait la réunion aujourd'hui, c'est pour justement faire le point et vivre la réalité sur le terrain. Nous ne souhaiterons pas qu'à la reprise, nous ayons des surprises insurmontables. Mais sachez que chaque année, il y a ce qu'on appelle les intempéries, étant donné qu'on est un ministère où les activités se déroulent sur le terrain. Dès qu'il commence à pleuvoir, il y a une suspension. Mais sachez aussi que généralement, à la reprise, pour les 3 mois, généralement le rythme d'exécution de nos activités sur le terrain est exponentiel. C'est-à-dire que ça monte. Et pour 2 raisons. Parce qu'aujourd'hui, là, toutes les entreprises, ils ont leur marché. Ils n'ont plus de démarches administratives à faire. Ils savent ce qu'il faut faire, ils savent où il faut aller. Donc ils préparent leurs équipes et puis tout de suite ils démarrent. Deuxièmement, il y a certaines entreprises qui n'ont même pas totalement arrêté. Là où ils peuvent encore continuer quelques travaux, ils l'ont continué. Donc d'abord, de par la coutume, nous pensons que ça devrait aller. L'année dernière, c'était à peu près pareil, parce que l'année a démarré avec du retard, mais on a pu quand même réaliser plus de 100% de nos objectifs en matière de forage. 2020 forages à 20 barrages et bien d'autres, c'est ce qui constitue les prévisions pour l'année 2017. Notons que toutes ces réalisations s'estiment à environ 54 milliards de francs CFA. Cependant, encore 3 mois pour les acteurs du secteur privé qui ont la lourde charge de réaliser les 60% du taux manquant. Et selon les statistiques, environ moins 20% de Burkinabés ont accès à l'eau potable. La question de l'eau étant donc capitale dans le plan national de développement économique et social, les 5 programmes de la politique nationale de l'eau que sont le programme national pour la gestion intégrée des ressources en eau, le programme national d'approvisionnement en eau potable, le programme national d'assainissement des eaux usées et ESCRETA, le programme gouvernance du secteur eau et assainissement et le programme national d'aménagement hydraulique permettront de changer la vie du citoyen lambda. Cet effectif, les premiers chèques pour le programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes PEJF ont été remis aux bénéficiaires ce mardi. En rappel, le dit programme entre dans le cadre de la création d'emplois au compte du Plan national de développement économique et social PNDS. Le comité de coordination dit avoir réceptionné environ 100 000 dossiers, parmi lesquels 13 471 ont été retenus. Le constat est de taille, plus de 50% des projets sont portés par les femmes et selon le coordinateur du programme, un système est déjà mis en place afin d'assurer le suivi des projets sélectionnés. On va s'appuyer sur le dispositif déjà existant, c'est-à-dire le dispositif que le FAPE, le FARF et le FASI a déjà en place. Donc nous allons renforcer cela. Nous allons les accompagner et nous-mêmes, en tant qu'unité de coordination, nous allons les accompagner également à les suivre. Alors, le suivi, il faut se dire que le suivi a commencé depuis le premier tri. Et vous voyez, après ça, ils attendent, on va les expliquer ce qui va se passer après. Par exemple, nous allons localiser où le promoteur se trouve. Par exemple, vous dites que vous voulez faire de l'élevage, les équipes vont se déployer sur le terrain pour savoir c'est où vous allez vous installer. Ça, c'est d'abord un premier suivi. Deuxièmement, il y a des gens qui sont venus avec des parrains. Et nous allons chercher à rentrer en contact avec ces parrains-là pour savoir comment ils comptent le faire. Il faut qu'ils nous expliquent, est-ce que c'est quelqu'un à qui il a confiance? Est-ce qu'ils pensent que cette personne va rembourser? Si nous avons des doutes, bon, nous continuons en tout cas à prospecter jusqu'à avoir des éléments clairs. Donc je pense que tout ça, ça rentre dans le suivi.
Et le recouvrement, comme je l'ai dit, les fonds le font déjà. Alors, comme on a l'habitude de le dire, c'est une continuité, nous renforçons et nous allons récupérer ces sous au bout de 36 mois. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés. À travers le PAJF, le gouvernement met à la disposition des jeunes et des femmes des crédits souples avec des taux d'intérêt assez raisonnables. 0% pour les personnes vivant avec un handicap, à 1% pour les femmes et les jeunes et 2% pour les bénéficiaires titulaires d'un diplôme post-bac. Ainsi a indiqué le Premier ministre Paul Kabatieba au cours de son adresse à l'assistance sortie nombreuse. Les équipes ont fait de très bon travail et aujourd'hui nous sommes en mesure de commencer à vraiment opérationnaliser ce programme qui va s'étendre sur 3 années. Donc cette année c'est la première expérience. On a un montant d'un peu moins de 6 milliards qu'on va allouer donc aux jeunes. Et les critères qui ont été retenus, c'est d'abord le caractère innovant du projet, mais également la viabilité du business plan. Et ce sont tous ces critères-là qui ont permis donc de sélectionner des dossiers qui sont venus donc de tous les pays. Vraiment, le programme a connu un succès au niveau des jeunes et au niveau des femmes. Les demandes de financement s'élevaient à un peu plus de 78 milliards. Bon, on ne peut pas financer tout le monde tout de suite, mais en tout cas, nous avons fait un effort. Et aujourd'hui, vraiment, je suis très heureux de voir que nous pouvons déjà distribuer des premiers chèques pour permettre à ceux qui ont été retenus de pouvoir réaliser leurs projets. Nous avons pris des dispositions au niveau des fonds. Les fonds qui seront les structures qui seront en relation directe avec les bénéficiaires. Ce sont les fonds que vous connaissez. C'est par exemple le FEJ, c'est par exemple le FASI, c'est par exemple le FAPE, c'est par exemple le FARF. Alors toutes ces structures qui existent déjà et qui ont déjà un ancrage dans la population, ils connaissent très bien les mécanismes donc, de crédit et de recouvrement qui sont au niveau du ministère de la Jeunesse ou au ministère de la Femme, seront mis à profit donc, pour nous aider à opérationnaliser cette opération. Clotilde Sawadogo bénéficie d'un chèque d'1 500 000 francs CFA pour son projet dans le domaine de l'élevage. Le titre de mon projet portait sur l'agriculture traditionnelle améliorée. Et ça concerne l'élevage de la volaille. Voilà. Vous avez combien d'années? J'ai 25 ans. Je suis titulaire d'une licence en agroéconomie. Et c'est en fonction de ça que j'ai postulé mon projet. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce projet? Combien de personnes vous allez en? Pour un début, je compte choisir 3 personnes d'abord pour travailler avec. Et avec le temps, on verra comment ça va se passer. J'ai reçu une somme de 1 500 000 francs. Oui, je pense que cela vraiment va m'aider à m'en sortir. Les crédits vont de 100 000 francs à 1 million de francs CFA pour les promoteurs, promotrices de petites entreprises et 1 million à 1 500 000 francs CFA pour les jeunes titulaires d'un diplôme post-bac. Prêt remboursable en 36 mois. Le Conseil des ministres est tenu sous la présidence de son Excellence Paul Kabatieba. Le président du Faso étant absent, il a signé une délégation conformément à la Constitution, permettant donc au Conseil de se tenir selon l'ordre du jour qu'il a lui-même validé. Il s'agit notamment du ministère de la Justice où on a adopté 2 décrets. Un décret qui porte composition, organisation et fonctionnement d'un secrétariat permanent de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires au Burkina, et un autre décret qui porte attribution, organisation et fonctionnement du Comité interministériel des droits humains et du droit international et humanitaire. Il y a également 2 dossiers au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement qui ont été adoptés. Il s'agit le ministère a présenté un avant-projet de loi donc, qui a été adopté portant loi de budget de l'État exercice 2018. La ministre des Finances reviendra elle-même en détail sur ce projet de loi qui va être présenté à l'Assemblée nationale, dont la session s'ouvre donc le 27 septembre prochain. Dans les grandes lignes, il faut savoir que les ressources sont d'à peu près 2006 milliards 41 millions de francs CFA et que pour les dépenses, tout ça à peu près à
2429 milliards de francs CFA. Au niveau donc toujours du ministère, comme la loi l'oblige, en même temps que nous déposons la loi de budget, il faut que nous déposons le projet de loi de règlement et de compte général de l'administration des finances au titre du budget gestion 2016, ce qui va être fait. Donc nous avons adopté ce projet de loi-là qui serait également déposé à l'Assemblée nationale. Au titre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, nous avons donc approuvé les résultats relatifs à un appel d'offres international pour la construction d'une UFR et d'une cité universitaire à Ouaga 2. Dans les détails, la cité c'est 3 pavillons de 500 lits chacun. 3 pavillons de 500 lits chacun. C'est également un restaurant universitaire de 800 places. C'est un foyer, un centre multimédia, des appartements, des parkings, etc. Et pour ce qui est de l'UFR, nous avons 2 blocs. Un bloc pédagogique de 14 salles de cours de 200 places pour chaque salle de cours, 4 laboratoires, une salle de conférence de 300 places. Et puis nous avons un bloc administratif de 12 bureaux. Donc cet appel d'offres a été entièrement adopté. Nous avons en fin de compte, au titre du ministère des Mines, adopté un projet de loi portant fixation du régime des substances explosives à usage civil au Burkina Faso. Vous savez que la question notamment de l'orpaillage amène de plus en plus l'usage de ces substances explosives-là. Donc, la loi vise donc à combler un certain nombre de lacunes et insuffisances au niveau du transport, du stockage, de l'utilisation des substances explosives-là, d'encadrer leur fabrication, le transfert, le transit, la vente et l'achat, et également de prévoir des sanctions d'ordre administratif et d'ordre pénal pour tout ce qui serait manquement ou infraction à cette loi. Les lois seront donc déposées à l'Assemblée nationale dans le cadre de cette session donc, qui s'ouvre en septembre, 27 septembre 2017. La journée continue instaurée dans les écoles primaires a été supprimée ce 18 septembre 2017. Ainsi, l'arrêté numéro 2017-0235 du 18 septembre indique les horaires de travail au niveau des structures d'éducation préscolaire de 8h à 11h30 du lundi au vendredi, tandis qu'au niveau des enseignements postprimaires et secondaires, les cours commenceront dorénavant de 7h à 12h les matins et de 15h à 17h les après-midi. En outre, de 7h à 12h les mercredis. Compte tenu donc de la suppression de la dite journée continue, nous avons promené notre micro pour recueillir les avis des uns et des autres. Les enfants arrivent en retard. Les enseignants même n'arrivent même pas à se reposer. Donc vraiment, moi je trouve ça n'arrange pas quoi. Ça n'arrange pas. Parce qu'ils n'ont pas... Puisque moi je viens d'arriver à Ouagadougou, j'étais à Koubri. Ils n'ont pas à manger. Il faut qu'ils repartent à la maison pour manger avant de venir. Donc ils arrivent à retard. Ils ne sont pas restés à l'école. Ils repartent à l'école, à la maison pour manger avant de venir. Donc ils arrivent à retard. Si d'autres évoquent le cas des retards, certains parlent de la souffrance et touchent du doigt l'hygiène. Parce que les élèves même souffraient. Et nous aussi on souffrait. Oui. Imaginez, tu quittes le matin de chez toi, à midi tu ne rentres pas, tu ne peux même pas te laver. Tu es en classe avec les élèves de 1. Il y a les odeurs même qui te gênent, qui t'empêchent même de travailler. Parce que les élèves sont sales. Toi-même, tu te sens fatigué. Voilà, donc tout ça. Et aussi, l'élève, tant que l'élève ne sent pas qu'il part à la maison se reposer et revenir pour travailler, alors l'élève n'est même pas moralement disposé. À en croire un parent d'élève, la suppression de la journée continue est une bonne chose car elle permettra aux enfants de se reposer. Quelque chose qui est bien pour les parents, y compris pour les enfants aussi. Ils pourront revenir à la maison, se reposer, se laver et puis repartir le soir. Il y a aussi ceux-là qui pensent que l'enfant est un bien précieux et qu'il faut impérativement que les parents s'adaptent. Forcément, les parents vont s'adapter. Parce que l'enfant, c'est un bien précieux que les parents n'osent pas quand même négliger. Alors, ce qu'ils veulent, que les enseignants puissent bien les éduquer, c'est pas plus que ça. Maintenant, par rapport au chronogramme, les parents vont s'adapter quand même. La journée continue ne présente que des inconvénients, elle a aussi des avantages.
Maintenant, il y a ses avantages et ses inconvénients. Pour les avantages, nous parents, en tout cas, nos prix d'essence là, c'était amoindri. Voilà. Au lieu d'aller 2 fois ou 3 fois déposer l'enfant et puis revenir le chercher, bon, au moins on part une seule fois, on le dépose et puis on repart encore le chercher. Ça, c'était notre avantage. Selon les uns et les autres, la suppression de la journée continue vient à point nommé, car elle entraînait beaucoup de difficultés, non seulement pour les parents, mais aussi pour les élèves. Et tous saluent donc le retour de la journée discontinue. Ils sont issus de plusieurs organisations de la société civile pour se retrouver en coalition, selon la circonstance, pour lutter contre la déstabilisation du Burkina Faso selon leur propre analyse. Le rassemblement des OSC contre la déstabilisation du Burkina Faso lance un appel solennel aux jeunes, aux femmes, aux hommes, aux anciens, aux coutumiers, aux religieux, à tous les patriotes sans distinction de couleur politique, à la mobilisation générale le dimanche 1er octobre 2017 à 10h à la Maison du Peuple pour dire non aux tentatives de déstabilisation du Burkina Faso, non aux attaques terroristes, non aux manipulations de l'opinion par la désinformation et l'intoxication, non à la négation de l'insurrection, chèrement payée par notre peuple. Qui sont ceux qui veulent déstabiliser le pays? Les organisateurs répondent. Donc, si on nous demande de libérer le général Guéguéré, on nous demande de ramener Blaise Compaoré, on n'est même pas derrière contre le coup de Blaise Compaoré. Blaise a choisi de partir de lui-même. Il connaît la route du Burkina Faso. Le jour où il voudrait revenir, prendre son sac et puis revenir chez lui. Suivez l'actualité, vous voyez que c'est une télé de la place, il y a même un député, un ancien député CDP, Mamadi Kouada, pour ne pas le nommer, qui dit que ça ne coûte rien de donner des chambres d'hôtel ou quelques villas aux djihadistes pour que le Burkina soit en paix. Vous pensez qu'on peut rester comme ça, ne rien dire, ne rien faire, après avoir été acteur en tout cas de l'insurrection? Le général Guéguéré a été clair, je regrette d'avoir fait ce coup d'État. C'est des vies perdues, c'est du matériel perdu. Mon plus grand tort, c'est de l'avoir fait. Et les gens sont libres de tourner aujourd'hui et dire non, lui-même il dit qu'il regrette d'avoir fait là, il n'a rien fait. Libérez-le. Le rassemblement des OSC contre la déstabilisation du Burkina exige des autorités à ce que justice soit rendue aux martyrs de l'insurrection et du coup d'État manqué dans les meilleurs délais selon le principe des séparations des pouvoirs. Le Premier ministre a reçu en ce jour le syndicat national des travailleurs de l'administration des douanes dans ses locaux. Les échanges ont porté entre autres sur les préoccupations tendant à améliorer les conditions financières, la lenteur de la mise en application du statut particulier. À en croire la délégation musclée de plus d'une dizaine de douaniers par la voix de leur secrétaire général, les difficultés les gabelous en rencontrent. Quand vous voyez en matière d'habillement, en matière d'armement, en matière de moyens roulants, en matière de dotation en carburant, en matière d'équipement de bureau, notamment les ordinateurs et les consommables, nous sommes très loin d'espérer ou d'avoir ce que nous attendons. Et contrairement à ce que peut-être une certaine opinion pense, nous sommes les moins équipés. En outre, il faut noter que les échanges ont été houleuses, car cela a duré 3 heures. À la question à savoir si le corps bénéficie d'un 13e mois, le secrétaire général dit ne pas être au courant de cette information. Au terme donc de la dite audience, les gabelous rassurent que les échanges avec le patron du Premier ministère ont été fructueuses. Nous avons abouti à un compromis avec le gouvernement. Les échanges ont été suffisamment fructueux et nous pouvons dire que nous remercions le gouvernement. Ce n'est pas terminé. Un rendez-vous a été pris pour une prochaine fois et pour évacuer les sujets qui sont restés à suspension, pour lesquels on n'a pas eu à apporter des solutions. Il rajoute que la seule question à laquelle ils n'ont pas pu trouver un terrain d'entente pour le moment est le test d'application du statut particulier.
En ce jour, l'agenda du Premier ministre a été très chargé. Juste après le départ du syndicat national des travailleurs de la douane, il reçoit à présent 2 ambassadeurs. Il s'agit de l'ambassadeur de France et de la Tunisie. Au menu du jour, les 2 ambassadeurs sont venus inviter le Premier ministre Paul Kabatieba à la 2e édition de la rencontre français-africain. C'est une rencontre d'hommes d'affaires. Elle se tiendra du 5 au 6 octobre dans 3 pays. Il s'agit notamment de la Tunisie, Nairobi et Abidjan. Pour l'ambassadeur de la Tunisie, c'est une opportunité de poursuivre les discussions sur les questions bilatérales. Le Premier ministre français et burkinabé sont donc attendus à cette prochaine rencontre. Le ministre de l'économie, des finances et du développement, Mme Adizatou Rosine Koulibaly Sori, en compagnie du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Siméon Sawadgo, ont procédé à la signature d'un accord de financement avec le représentant résident de la Banque mondiale au Burkina Faso, M. Cheikh Kanté. Cet accord est relatif au financement de la phase additionnelle du programme d'appui aux collectivités territoriales PACT, à travers lequel la Banque mondiale met à la disposition du Burkina Faso un don d'un montant de 60 millions de dollars US, soit environ 30 milliards de francs CFA. Nous avons aussi élargi l'appui à d'autres structures au niveau élevé. Donc la primature, l'Assemblée nationale, le ministère lui-même et l'Association des maires du Burkina Faso. Donc nous sommes engagés derrière le gouvernement pour faire du PNDS un véritable instrument de changement positif pour les populations du pays. Le PACT vise à renforcer les capacités de l'administration en matière de décentralisation ainsi que les capacités institutionnelles des communes dans les régions choisies et d'augmenter la participation des citoyens à la gouvernance locale. Les bénéficiaires directs de la phase additionnelle du PACT sont les administrations centrales, communales, régionales et les citoyens et couvrira toutes les 13 régions du Burkina Faso. Le projet s'exécutera jusqu'au 31 octobre 2021 sous la tutelle technique du ministère de l'administration territoriale. Voici, ça fait un programme additionnel de 30 milliards qui va permettre encore une fois de renforcer les activités non seulement des communes qui en bénéficient, mais d'élargir à d'autres communes qui vont en bénéficier en matière d'appui institutionnel, en matière de formation, de renforcement des capacités, de construction et d'acquisition d'équipements et de moyens divers qui vont permettre aux communes d'être plus aptes à assurer un développement local. Évidemment, il y a un certain nombre d'activités qui vont également être prises du gouvernement pour pouvoir assurer le développement là-bas. Cette convention est la 6e du genre et porte le montant à 125 milliards à ce jour. À en croire Siméon Sawadgo, cette convention est le fruit de la bonne coopération entre le Burkina Faso et la Banque mondiale. Il promet que ce fonds sera judicieusement utilisé. La jeunesse de la nouvelle alliance du Faso-Nafa du Kadiogo est plus que jamais décidée. Avec le soutien du bureau exécutif du parti et s'appuyant sur le verdict du groupe de contact des Nations Unies qui stipule que la privation des libertés du général Djibri Bassolé est arbitraire face aux journalistes et exige la libération pure et simple du fondateur de leur parti incarcéré depuis 2 ans. Ne serait-ce que provisoirement, parce que ça fait 2 ans qu'il est incarcéré sans jugement, sans motif, parce que les motifs ne sont pas vraiment convaincants, parce que tantôt on nous dit voilà il est incarcéré pour le putsch, tantôt on dit que les charges sont tombées, il reste une seule charge, c'est la trahison. La trahison, on ne comprend même pas ce que ça veut dire la trahison. Donc pour cela, nous demandons sa libération, comme les Nations Unies l'ont dit. Diko Mamadou, aujourd'hui président par intérim du parti, est revenu sur la démission de leur camarade Rasmane Ouedraogo. La démission de notre camarade Rasmane Ouedraogo, il n'a pas expliqué dans sa lettre, n'a pas fait une autocritique de démission. Il a démissionné pour convenance personnelle. Et donc actuellement nous assurons l'intérim et le parti est bien organisé. Et le parti fonctionne, on va tenir des bureaux exécutifs. Est-ce que c'est pas une décision qui vient au mauvais moment? Non, c'est un choix personnel. Lorsque vous démissionnez pour convenance personnelle,
sans avoir échangé forcément avec d'autres pour réquérir avis. C'est la politique, hein? Chacun est libre d'y entrer librement et de sortir aussi librement. En attendant, le parti NAFA dit travailler en étroite collaboration avec la justice pour la libération du général Djibril Bassolé afin de porter sa candidature lors de l'élection présidentielle de 2020. Arrivée en début de semaine, la mission de suivi de Genève a entamé des travaux avec les différentes couches de la société burkinabé en vue de la diffusion des recommandations et de la sensibilisation des différents acteurs sur la mise en œuvre des droits civils et politiques au pays des hommes intègres. Au soir de la mission, la délégation nous fait le point. Je voudrais dire toute ma satisfaction et l'honneur que j'ai eu à travailler avec plusieurs organisations de la société civile depuis 4 jours. Une société civile caractérisée par beaucoup de dynamisme et par une grande vigilance pour la surveillance et la protection des droits de l'homme dans votre pays. J'ai été également attentif à l'ouverture de la société à Ouagadougou et du caractère pacifique des relations qui existent entre les individus vivant dans cette cité fort agréable. Il n'est pas question d'oublier, n'est-ce pas, l'attention des partenaires techniques et financiers déterminés à accompagner à la fois les autorités et les organisations de la société civile. De ce fait, la délégation se félicite du succès des échanges. C'est très important de bien le comprendre. Ce n'est pas l'objet de la mission que de juger les recommandations. Donc, on n'est pas là pour juger les recommandations ni leur mise en œuvre. Nous, on est là pour continuer le dialogue avec les autorités et s'assurer que les autorités soient au courant des recommandations, s'assurer qu'elles les prennent sérieusement et s'assurer qu'elles aient envoyé leur rapport de suivi qui a été envoyé. Donc nous, de ce côté-là, on considère que notre mission, c'est un succès, puisque d'une part, comme l'a dit M. Urbain Yemeogo, nous avons rencontré les autorités, les plus hautes personnalités de l'État, et d'autre part, la coopération avec le comité s'est trouvé renforcée, puisque le rapport de suivi a été envoyé par les autorités au comité des droits de l'homme. Les recommandations du Comité des droits de l'homme invitent les autorités politiques à améliorer les droits des femmes par l'éradication des inégalités, à lutter contre la traite des personnes et les risques d'exploitation économique et sexuelle des enfants et à contribuer à l'instauration de l'état de droit et au respect des droits des personnes présumées coupables d'infractions.